Nous remercions pour leur soutien nos partenaires de Cheval et compagnie, grâce auxquels nous pouvons organiser le retour du Salon du Cheval au Québec et réaliser cette émission. Alors bonjour et bienvenue au 7e épisode de Cheval et compagnie. Yann, nous y voici. C'est la fin de la saison, mais c'est le début du Salon du Cheval. Du Salon du Cheval, on ouvre aujourd'hui. Après 2 jours de montage rock'n'roll, ça a été assez spectaculaire, mais très satisfait du résultat. Bon, encore quelques petites choses à régler. D'ailleurs, Yannick, tu t'apprêtes à faire une petite tournée, la première tournée? La première tournée, effectivement. J'ai quelques rendez-vous que j'ai préparés et puis aussi quelques rencontres un peu à l'improviste, mais on va aller rencontrer, entre autres, Marcel Lacaille, ex-éleveur bien connu, mais très impliqué dans les courses hippiques, qui est accompagné de Hugues Rousseau, qui est le directeur général d'Arcanatro, venu spécialement de France. On va aller rencontrer Guillaume Caillé de l'hippodrome de Trois-Rivières. On rencontre Hélène Laverdière, spécialisée dans le reining. On rencontre Hélène Filion, la propriétaire de Real One. Donc tout ça, ça s'en vient dans la prochaine demi-heure. Et puis, nous, on se retrouve. On se retrouve parce que là, je vous laisse. Là, il y a beaucoup de monde qui m'attend, puis on se revoit tout à l'heure. Tout à fait. C'est dans un beau salon, je trouve. Oui, hein, parce que les kiosques, même les kiosques, je trouve que c'est beau, c'est le fun, c'est vraiment... Oui, j'aime bien ça. Puis c'est Mickey, tu sais. Oui. Comme Hélène est là. Oui, c'est le fun d'avoir le jeudi soir, il m'appelle. J'avais une réunion de distributeur. Il m'appelle, il dit ouais, là, il dit Nathalie Beaulieu est sur le terrain de l'exposition. Je dis quoi? C'est vrai, là. Avec ses chevaux. Mais là, elle est avec ses chevaux, puis. Là, ils n'ont pas de place, les box sont pas montés. Ah oui, amène-la chez nous. J'ai dit, elle fait du camping chez nous. J'ai dit, tu vas lui faire une place d'un enclos en avant. Ah oui, les chevaux là, je sais. Alors Sophie, on se retrouve. Oui. On a fait 6 épisodes aux écuries Mignola ensemble, oui. Où on a pu parler de plein de sujets, des enjeux autour du cheval. Là, c'est vraiment le salon. C'est parti, là. On est rendu. Là, on a les 2 pieds dedans. C'est parti. C'est parti. Il n'y a plus de retour en arrière. Et puis moi, alors là, les gens ont l'air heureux, en tout cas, de ce qu'on voit pour l'instant. Oui. Je voulais savoir, toi, de ton côté, depuis qu'on met tant d'énergie sur le monde du cheval avec Nature, Belle-Île, La Vie agricole et tant d'autres partenaires, c'est quoi l'impact que ça a chez toi, chez Nature? Bien, c'est sûr que chez Nature, nous, ça nous a donné beaucoup plus de visibilité. On a des prospects, mais qui nous téléphonent, qui ont besoin d'informations, qui voient, qui apprennent qu'on est là, qu'on est sur le terrain. Puis même, j'ai des distributeurs. J'ai des demandes de distributeurs que, même jusqu'à Sept-Îles, on a eu un à Sept-Îles ce matin. Là. Fait que c'est vraiment de la visibilité. On voit vraiment un engouement là, vers tous les produits qu'on peut avoir. Puis ils veulent nous connaître, ils veulent savoir qui on est, comment on peut les aider. Fait que c'est merveilleux. C'est vraiment le fait qu'on voulait avoir avec ça. Charles Fixross, bonjour, vous êtes directeur général de l'UPA. On vous accueille dans ce podcast en différé, mais au Salon du Cheval. Soutenir cet événement, ça voulait dire quoi pour l'UPA? C'était très important pour nous d'accepter cette opportunité-là de parler du cheval parce que l'UPA, vous savez, on représente l'ensemble des producteurs et des productrices agricoles au Québec. Ce magnifique champion d'exception, The Real One. Il a entre autres performé sur le circuit le plus exigeant en Amérique du Nord, celui de la piste Yonkers. Hélène Filion, bonjour. On s'est croisés l'autre jour dans votre écurie à Mirabel. Oui. J'étais allé voir Real One parce que ça fait quelques mois, oui, que j'entends parler de Real One. Ce cheval vedette, pour nous du moins, mais je pense pour mal de gens au Québec, puisqu'il a gagné 1,6 million en carrière, en 15 ans de carrière. Oui. Il est à la retraite depuis 1 an, je crois. Oui, il est vraiment à sa retraite. Là. Il s'amuse dehors à tous les jours, puis il prend des petites marches. Puis c'est ça qui fait sa retraite. Comment on vit la passion du cheval une fois que le cheval ne court plus? Parce que vous avez une relation encore quotidienne avec lui. Tous les jours. Tous les jours. À tous les jours. C'est nous autres qui s'en occupent. J'ai eu plusieurs chevaux. On a eu une dizaine de chevaux.
Puis on avait dit, quand que The Real One pourrait être à sa retraite, qu'on prendrait notre retraite en même temps, juste pour s'occuper de lui. Parce qu'il nous a tellement donné, puis on lui doit ça. Ouais. Puis je pense que c'est 74 courses qu'il a gagnées, pole position, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis il y a eu le record de Jon Kjos pendant 2 ans, 1,50. Fait que c'est très bon sur un demi-mille. Alors, il participe en fait avec nous à la relance du salon parce que nous, on voulait que le salon soit aussi pour le public quelque chose d'un peu exceptionnel. Donc, nous, on estime que oui, Real One, on estime que c'est exceptionnel de t'avoir. Et on vous remercie d'avoir Ça nous fait plaisir. participé. Puis pour montrer aussi comme quoi qu'il est encore en ordre, quelle belle patte. Fait que c'est pas tous les chevaux qui sont abusés que le monde pense. Non, je sais aussi, que quelquefois, quand on parle de bien-être animal et qu'il y a parfois certaines critiques, oui, certaines The Real critiques, One mais... est la réelle démonstration qu'on peut faire du sport et rester très athlétique. Oui, oui. Est-ce que c'est une bonne ferme de céréales au Québec? Ça doit faire des tas critiques pour que ce soit considéré comme une ferme rentable. Alors nous voilà dans le studio de la vie agricole avec Marcel Lacaille, bien connu au Québec, grand éleveur de chevaux. Vous avez eu jusqu'à 125 juments à l'époque, la grande époque de Blue Bonnet. Merci Monsieur Lacaille. Hugues Rousseau, directeur général d'Arcana Trot, bien connu en France pour les encans yearling. Monsieur Lacaille, vous avez fait un coup de gueule récemment en disant il reste un hippodrome professionnel, c'est Trois-Rivières. Il faut qu'il devienne hippodrome national. Le maire de Trois-Rivières vous a entendu puisqu'il a fait voter à l'unanimité l'application de votre demande et je pense que ça va remonter jusqu'au gouvernement du Québec. Est-ce que vous êtes satisfait et que faut-il faire de plus pour trouver des solutions pour les courses hippiques au Québec? Monsieur Lacaille et Monsieur Rousseau. Oui, je suis très satisfait et en même temps, je considère que c'est la pierre angulaire pour aller vers la promotion de l'élevage québécois et d'aller surtout de redonner une certaine confiance. Parce que vous savez, nous avons été éprouvés beaucoup, les éleveurs québécois, les gens de chevaux québécois, au point où on avait probablement des doutes de notre existence. Et si on recule, je ne voudrais pas reculer dans l'histoire, mais si on recule au temps de Sonac, Sonac, ça appartenait aux gens de chevaux. On avait des immobiliers qui étaient à nous. Gilles Blondeau, qui était un grand architecte de structure financière, avait monté un organisme qui avait le respect de tous les financiers et le gouvernement du Québec. Et on était tous, un pour tous pour un, dans ce projet-là. Malheureusement, un jour, il y a des gens qui ont douté de Sonac. Et là, le gouvernement du Québec du temps. Et c'est là que les courses hippiques ont commencé à perdre un petit peu au fil du temps. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé de faire remonter jusqu'au gouvernement du Québec? Oui, c'est à mon humble avis. Mais je n'ai pas les capacités financières de M. Blondeau. Mais je peux vous dire que à mon humble avis, c'est le seul chemin. En ayant un hippodrome national, en remettant, si vous voulez, certaines lettres de noblesse à cette industrie-là et au développement des régions. Mais Hugues Rousseau, vous qui arrivez de France, je sais que vous êtes très proche de Jean-Pierre Dubois, l'entraîneur iconique dont on a souvent parlé à travers nos plateformes. On voulait savoir, vous, de votre vision en fait d'Européen, quand vous avez arrivé ici, vous voyez, vous avez connu le Québec dans le passé, vous le revoyez aujourd'hui. C'est quoi votre perception? Puis c'est quoi les solutions que vous donneriez aux gens des courses hippiques au Québec? Je vais rebondir dans un premier temps par faire observer une petite chose qui m'étonne. Il est exact qu'il y a 25 ans, j'avais fait le tour de tout ce qui s'appelle un hippodrome, de nombreux élevages. On voyait au Québec une industrie de production donc de standardbred à l'époque, de trotteurs ou ambleurs qui était d'envergure, d'importance. J'avais visité la ferme de Marcel, etc. Et aujourd'hui, revenant 25 ou 30 ans après, j'ai plus exactement les dates en tête, je m'aperçois et je comprends et je me fais expliquer qu'il ne reste plus qu'un hippodrome dont Marcel demande le soutien et, si je l'ai bien compris, une reconnaissance donc, de la part du gouvernement du Québec. C'est pour moi très étonnant de voir, alors que ça contribue à l'aménagement du territoire comme en France, que ça contribue à créer des emplois, que ça contribue à faire vivre une passion, une production agricole noble s'il en est, et une ressource, que tout est quasiment disparu. Je suis à la fois triste parce que je trouve que ça ne le mérite pas. Et si c'est me poser la question d'une préconisation que je pourrais avoir, moi j'observe à contrario ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le pays actuellement dans le monde où prospère le plus le commerce des chevaux.
Il me semble qu'on pourrait peut-être, s'agissant du Québec et son pays voisin, peut-être s'inspirer des dispositions fiscales qui sont prises là-bas. Et c'est quoi la méthode américaine alors? Écoutez, je peux peut-être manquer d'informations précises quand on parle effectivement de dispositions fiscales, mais il m'a été expliqué que lorsque vous investissez dans les chevaux, vous pouvez le défalquer d'un revenu de quelconque compagnie. Donc si effectivement il y a une incitation fiscale pour permettre aux gens d'acheter des chevaux dans des conditions qui soient les plus, incitatives possibles, il va sans dire que ça encouragerait les gens à le faire. C'est pour ça que ça marche si bien, notamment au Kentucky. Et doublement, ça permettrait aux producteurs de trouver une débouchée certaine. Si on arrive à créer une demande, si on arrive à créer une incitation pour permettre aux gens de réinvestir dans la propriété même des chevaux, ça ne pourra qu'inciter néanmoins à créer un essor quant à l'utilisation, la fréquentation des hippodromes. En premier lieu, Trois-Rivières. Vous pouvez sans doute aussi l'organiser avec l'État de New York. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais je crois qu'il va falloir en fait tout simplement créer une incitation, prendre une disposition particulière, sans mettre à mal les finances publiques, puisque quand vous ne collectez plus de taxes, quel serait a priori le danger de l'initiative à prendre que de dire on va créer une exonération totale de tout ce qui s'appelle investissement qui serait fait dans le cheval de course. Il n'y a pas de danger, il n'y a rien qui est exposé puisqu'on ne collecte plus, donc on ne détruit pas de la taxe. Ou mieux, on peut recréer de la valeur, recréer de la richesse qui peut-être un jour aboutira à un nouveau système de collecte de taxes. Donc je pense que ce serait très émérite. C'est une bonne façon de repartir la roue éventuellement. Donc c'est des idées qui nous viennent de France, vous voyez. On va peut-être essayer de les faire appliquer, M. Lacaille, dans les prochaines années. Le Salon du Cheval sert aussi à ça, à mobiliser des idées. Il y a des conférences à l'étage ici, il y a plusieurs kiosques ici où il y a des gens de différentes régions, même de France. Il y a des Pyrénéens qui sont là aussi, qui ont des visions aussi pour le développement du cheval entre les deux pays. Pour redistribuer de la richesse, il faut en créer. Alors, il faut se rappeler de ça. Et je pense que le Québec, moi, je ne veux pas faire de leçons à personne, mais on devrait se reprendre en main. L'État devrait nous consulter des gens comme le Jockey Club, les éleveurs, les gens des régions qui créeraient de la richesse additionnelle. Et après ça, ceux qui ont la chance d'opérer des commerces avec des revenus dégageant des impôts à payer pourraient acheter des chevaux ou des bêtes et puis seraient déductibles comme ce que M. Rousseau vient de dire aux États-Unis. Merci. Let's show them what to do. Nobody's coming. Nope. Ça va bien. On va ici, gars. Oh, tabarouette, il y en a un qui s'en vient. Il vient de passer. Ah ouais. Bonjour Geoffroy, nous voilà dans le super kiosque des Pyrénées. C'est une délégation que tu représentes qui vient des Pyrénées. Vous êtes spécialisé dans les randonnées équestres et aussi dans la promotion du terroir et des villages des Pyrénées. C'était quoi l'intention de venir au Salon du Cheval, puis comment ça se passe? C'est-à-dire que le Salon, c'est la seconde marche à un travail qui a déjà été fait depuis 2-3 ans, en lien avec le Québec. L'objectif, il est simple, c'est pouvoir gagner en vitrine au niveau de la destination Pyrénées, c'est-à-dire pouvoir ouvrir notre destination à un marché qui s'inscrit dans l'agritourisme. Donc c'est du tourisme avec la valorisation du territoire sur les produits locaux, etc., où le cheval est le fil conducteur. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est le réseautage, d'une part, l'ouverture au champ des possibles quand les opportunités sont là, d'autre part, et quoi de mieux qu'un salon pour pouvoir atteindre ces objectifs, quoi. On a Let's Get Pickle qui est avec nous, qui est le fameux cheval qui est vendu en copropriété, on va dire ça comme ça. Explique-nous un petit peu c'est quoi le concept, comment la TAC a pensé à ça, puis c'est quoi le concept? Tout à fait. Merci de l'invitation. Premièrement, on est très content d'être là et de représenter l'industrie du standardbred. C'est une formule qui fonctionne de mieux en mieux puis est populaire aux États-Unis et dans le reste du Canada. Autant dans le thoroughbred que dans le standardbred, c'est d'acheter des chevaux avec plusieurs propriétaires. Ça diminue le risque, ça permet de diversifier puis de goûter un peu c'est quoi la vraie vie d'un propriétaire. C'est tellement excitant d'avoir son cheval qui part dans une course puis de le voir arriver dans le dernier doigt, peut-être avoir une chance de gagner. T'sais. Il y a toutes des discussions sur le sport équestre, l'impact que ça peut avoir sur le cheval ou autre, mais on se rend compte que ces chevaux, c'est des athlètes. Ils veulent courir, ils ont besoin de ça. La preuve, regarde, aujourd'hui, il ne court pas, mais c'est pas ça qu'il veut. Il veut courir. Il serait prêt à dépenser un petit peu plus d'énergie. Là.
Mais ce cheval-là, Let's Get Pickle, on est part à vendre. 1%, c'est 99 plus taxes, donc très accessible. On est rentré dans le jeu, puisque avec Guy Duval et Yann Turmine, les actionnaires de la vie agricole, Ouais. on a décidé qu'on achetait 1%. Donc, Let's Get Pickle, je te l'annonce, tu es un peu à nous. Il va être compétitif, puis d'après moi, dimanche prochain, il va être proche. Félicitations. Merci. fois deuxième et 59 fois troisième. Alors Guillaume, bonjour. Nous Bonjour. voilà au Salon du Cheval, dont on parle depuis un certain temps. Directeur général du Jockey Club, directeur général de l'Hippodrome Trois-Rivières. Ben, tu vois, on est dans le pavillon Soliot, devant le kiosque de Cheval Québec. Tout à l'heure, j'étais dans le studio de la vie agricole avec Marcel Lacaille et Hugues Rousseau. Et les deux parlaient de la fameuse démarche de la ville de Trois-Rivières qui vient de voter à l'unanimité la reconnaissance de l'hippodrome de Trois-Rivières comme hippodrome national. Oui. C'est une belle étape grâce à toi, grâce à Sylvain Deschenaux et toute ton équipe. Un appui à la reconnaissance de l'hippodrome de Trois-Rivières à titre d'hippodrome national du Québec. Donc, c'est une demande qui vient de l'hippodrome du Club Jockey du Québec qui opère l'hippodrome et qui nous demande cet appui-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Monsieur le maire, Vincent Héroux. Est résolu que la Ville de Trois-Rivières appuie officiellement les démarches entreprises par le Club Jockey du Québec visant à faire reconnaître l'hippodrome de Trois-Rivières comme hippodrome national du Québec et transmettre une copie de la présente résolution aux instances gouvernementales concernées ainsi qu'à le Club de Jockey du Québec afin de témoigner de l'appui de la Ville de Trois-Rivières à cette démarche. Puis je tiens à dire à tous les citoyens qui n'ont pas eu la chance là, de venir là, voir une course de chevaux, c'est déjà commencé là, depuis quelques semaines, mais c'est à tous les dimanches. Là, le premier départ est à midi et c'est gratuit, comme ils disent dans l'annonce. C'est quoi la prochaine étape, si vous voulez que ça soit entendu au niveau provincial? Oui, bien dans le fond, lorsqu'on a présenté le projet à la Ville de Trois-Rivières, dans le fond, à M. Aubin et sa directrice de cabinet, dans notre demande, dans le fond, avec eux, on voulait aussi, dans l'appui de la Ville, on voulait aussi qu'eux nous aident à l'amener plus haut, dans le fond, donc au niveau du gouvernement provincial. Et puis, donc de ce côté-là, lorsque j'aurai la copie de la résolution en bonne et due forme, nous, de notre côté, on va le faire parvenir au gouvernement. On a déjà des contacts. Les gens sont déjà avertis avec les partis qu'on a eu des discussions dans les dernières semaines. On a beaucoup de discussions dernièrement. Et puis, la Ville elle-même va le faire parvenir à qui de droit au gouvernement provincial. OK. Puis est-ce que ça pourrait se transformer comme une résolution multipartite, là, mettons, à l'Assemblée nationale, une reconnaissance? Oui. Quand on a jasé avec la Ville, même eux, ils ont voulu procéder assez rapidement. Donc, c'est pour ça que ça a déjà passé à la séance du Conseil de la semaine d'ensuite, pour espérer pouvoir avoir cette résolution-là, dans le fond, côté gouvernemental, de multipartis même au Parlement, avant l'arrêt de la séance parlementaire pour l'été. Donc, c'est le but présentement. Et puis, comme le maire le disait, c'est vraiment c'est une reconnaissance auquel qu'on veut avoir. Et puis, pour l'instant, ça ne coûte pas rien. Fait que, on espère que ça va être si c'est réussi, ce sera un beaucoup de circuits. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Laverdière, c'est le Salon du Cheval. Enfin! Enfin, c'est le Salon du Cheval qui est relancé. On est content de vous avoir avec nous. Puis, d'abord, c'est quoi votre sentiment de cette relance du Salon du Cheval? Ah, tellement contente, tellement contente. Les gens ont besoin de ça. Il y avait une demande pour ça. Nous autres aussi, on est contents de tous se rencontrer. Depuis ce matin qu'on fait juste jaser avec nos compagnons de travail, là, de différents partout au Québec, là, c'est vraiment le fun. Puis vous êtes ici pour représenter, entre autres, le ranch et le reining. Exact. Expliquez-nous, là, pour les néophytes, là, c'est quoi la différence entre le reining, le cheval qui freine, là, oui, c'est ça, puis le ranch? La grosse différence vient vraiment que le cheval de ranch, c'est un travail dédié au travail sur le ranch.
Alors que le cheval de reining... L'accompagnement des troupeaux? Oui, l'accompagnement des troupeaux, aller chercher une vache, le cow-boy qui doit aller se rendre rapidement chercher quelque chose, tourner une vache rapidement, des choses comme ça. Alors que le reining, c'est vraiment une spécialisation, j'oserais peut-être même presque dire une surspécialisation de certaines manœuvres. Okay. Où on a raffiné le cheval de ranch pour en faire un cheval qui tourne sur lui-même, qui fait des arrêts en glissade, qui fait des grands ronds rapides, mais qui n'est plus nécessairement exactement le cheval de ranch. Alors, Philippe, bonjour. Bonjour. Philippe Dernay, vous êtes président de l'association des Clyde. Oui. Et là, vous êtes venu avec Blooming Charm, qui est votre jument et son petit. Exactement, oui. Alors, qu'est-ce que va faire Blooming Charm dans ce salon? Parce que les gens sont assez impressionnés quand ils voient une bête de cette taille. Hein? Bien, les chevaux lourds, c'est des races qui sont moins habitués de voir dans les grands centres, parce que c'est plus des chevaux de travail. Donc, c'est historiquement plus sur des fermes qu'on les retrouve. Donc, de les voir ici, c'est sûr que la grosseur va toujours être intimidant pour les gens qui sont habitués de voir des chevaux plus de sel. Donc, en fin de semaine, c'est de montrer la beauté des Clyde et surtout leur tempérament très, très calme et très affectueux. Est-ce que c'est une race qui est très ancrée au Québec, qui est encore très présente? Oui, c'est une race que, je vous dirais, on est peut-être entre 8 et 10 éleveurs qui mettent au monde au total peut-être une trentaine de poulains par année. On est la 3e province au Canada la plus nombreuse en termes de producteurs, mais c'est quand même pas énorme. Les Clyde, ça court pas les rues. Est-ce que c'est similaire un peu au percheron en France? Est-ce qu'il y a des parallèles à faire? Oui, bien le percheron ou le belge, le Clyde, c'est 3 races principales de chevaux lourds. Les percherons sont reconnus pour être des chevaux, du moins en Amérique du Nord, plus gros et plus forts. Donc, au niveau compétition, quand on arrive pour faire de la tire ou bien de l'attelage, des chevaux de performance, le percheron est habituellement supérieur au Clyde. C'est une race qui a été développée un petit peu différemment au fil des années, mais le Clyde, pour la beauté, c'est pas battable. C'est imbattable. Merci Philippe, bonne participation. Merci beaucoup, merci. Olivier, bonjour. Bonjour. Nous voilà accoudés sur un F350. Effectivement. On remercie Fort Baril parce que Fort Baril, vous êtes dans les premiers à avoir dit oui, c'est bon, la relance du Salon du Cheval. On est au Salon du Cheval de Saint-Hyacinthe pour la relance en 2026. Exact. Pour quelles raisons Ford s'intéresse comme ça au monde équestre? Bien, sachant que dans la région, ici à Saint-Hyacinthe, on est la capitale agricole, il y a quand même beaucoup de cultivateurs en région qui possèdent des chevaux. Donc, c'est un moyen pour nous de s'approcher justement de cette clientèle-là. On a un outil de travail ici là, qui peut correspondre vraiment à leurs besoins. Alors Yann, DG de Cheval et Compagnie, nous voici à la fin de la série, du 7e épisode de la série Cheval et Compagnie, mais en fait au début de quelque chose, parce que c'est la première journée où le Salon du Cheval commence vraiment. C'est quoi l'avenir de tout ça? Bien, c'est un bel avenir à voir tous les gens qui ont embarqué dans le salon. Je suis très content du résultat, beaucoup de partenaires. Probablement que la série a dû aider même à nous amener des gens là, comme partenaires, comme exposants, puis espérons beaucoup de visiteurs. Mais on sent l'engouement là, des gens du cheval là, pour de se rencontrer, de discuter, d'avoir des discussions sur l'avenir, des nouveautés et tout. Or, on ne peut pas prédire l'avenir, mais je pense qu'il y a un bel avenir. Il y a un bel avenir, puis l'esprit du réseautage semble très présent. Oui, absolument. Puis je pense que notre série de 6 épisodes a été... ça a été
peut-être pas le déclencheur, mais déclencheur. Un acteur important, du absolument. salon. Écoute, merci donc à nous TV également. Ben et oui, on, absolument. on espère que la suite se poursuivra en 2027. C'est à suivre dans les prochains mois. On va dire ça? On va dire ça. Nous remercions pour leur soutien nos partenaires de Cheval et compagnie, grâce auxquels nous pouvons organiser le retour du Salon du Cheval au Québec et réaliser cette émission.